Pierre Petithaut, je suis directeur adjoint des affaires publiques du groupe Orange et je m'occupe plus particulièrement des sujets européens et des sujets audiovisuels chez Orange et j'enseigne donc à Assas dans le cours Logique d'acteurs et modèles d'affaires. La stratégie d'Orange, c'est une stratégie qui se veut pragmatique, qui consiste à dire que nous souhaitons proposer à nos abonnés le meilleur des contenus, le meilleur des services disponibles. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose. Ça veut dire que nous allons évidemment distribuer les contenus de tiers, et en l'occurrence, les plus grandes marques du marché, nous souhaitons qu'elles soient distribuées sur notre box, donc c'est le cas de Canal+, c'est le cas de Netflix, voilà, c'est le cas de services qui sont attractifs pour les consommateurs et qu'on estime nécessaire d'avoir en tant que distributeur dans un contexte concurrentiel qui est extrêmement vif entre les opérateurs télécoms, y compris pour les forfaits Internet d'accès fixe. Et puis en parallèle de ça, nous développons depuis plusieurs années nos propres services que nous éditons nous-mêmes, donc nous acquérons des droits que nous packageons ensuite dans un service que nous proposons aux consommateurs. C'est le cas de la VOD d'Orange, c'est le cas également d'OCS, qui est un bouquet cinéma-série lancé en 2008 et qui donc a fêté récemment ses 10 ans. Alors pourquoi le succès du service auprès des consommateurs, c'est évidemment pas un seul facteur quand on est à l'origine, c'est un succès qui est multifactoriel. Il y a d'abord, je pense, la très grande facilité d'usage, la très grande ergonomie du service, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur aujourd'hui. On est sur une interface qui fonctionne très très bien, qui fonctionne à peu près dans toutes les conditions de réception, sur tous les écrans, y compris en mobilité, qui vous redonne accès au programme là où vous étiez arrêté, que vous pouvez partager au sein de la famille, voire un peu au-delà, paraît-il. Voilà, donc on a un service qui marche très très bien. On a ensuite peut-être un deuxième facteur qui est une politique de contenu très agressive depuis plusieurs années, consistant à produire ses propres contenus premium de très grande qualité à les proposer aux consommateurs. Donc sans nul doute, la qualité des contenus qu'on ne trouve que chez Netflix, encore une fois, qui sont exclusifs, joue aussi dans l'attractivité du service pour les consommateurs. Et puis ensuite, il y a des circonstances sur lesquelles Netflix a su surfer extrêmement habilement. La généralisation de réseaux très haut débit disponibles à des coûts raisonnables à peu près partout. Le phénomène peut-être aussi c'est un certain phénomène de lassitude des consommateurs, au moins sur certains marchés vis-à-vis des offres traditionnelles. On sait qu'aux États-Unis, ce phénomène s'appelle le cord cutting, c'est-à-dire que les gens en ont eu assez finalement de payer des forfaits câbles à des tarifs assez élevés pour une offre de contenu pas forcément extrêmement originale. En France, de façon un petit peu différente, on a un marché qui a été longtemps très, très dominé par Canal+, avec là aussi des offres à des tarifs très élevés. Alors pour le coup, je ne dirais pas qu'elles ne sont pas attractives, au contraire, elles le sont. Mais c'est vrai que le modèle historique de Canal+, c'est un modèle forfaitaire où si vous aimez le cinéma mais pas le sport, vous payez quand même pour le sport. Et inversement, si vous aimez le sport mais pas le cinéma, vous payez quand même pour le cinéma. Le tout à un tarif très élevé et avec des conditions d'abonnement et de résiliation surtout qui sont souvent un petit peu compliquées. Et là d'ailleurs, c'est un point qui est important aussi pour le modèle de Netflix, c'est l'absence d'engagement. Ça, c'est plus le modèle commercial que l'interface ou l'expérience utilisateur, mais quelque part, c'est un élément de l'expérience utilisateur. Le fait que vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez, et c'est très facile à faire, et vous abonner. Et on constate que la plupart des gens, ils ne se désabonnent pas. Finalement, c'est une sécurité qu'on leur offre, et c'est quelque chose qui compte, contrairement, encore une fois, au modèle un peu historique traditionnel, où les conditions d'engagement, ou de désengagement plutôt, étaient extrêmement dures. Qu'est-ce qu'on appelle les acteurs de l'audiovisuel? Si on prend les producteurs sont pragmatiques. Quand un acteur leur fait une belle offre, expose bien leur contenu et fait un beau chèque, en général, ils empochent le chèque. Après, il y a l'autre catégorie d'acteurs, et là, effectivement, la réponse est peut-être un peu moins évidente, qui sont les éditeurs et distributeurs audiovisuels traditionnels. Alors, ce qu'il faut savoir en France, c'est que les éditeurs, et encore plus les distributeurs, mais même les éditeurs de services, les chaînes de télévision, les services de VOD, ont très peu de droits sur les programmes qu'ils diffusent. Donc souvent, ils n'ont pas eu la main sur la capacité à refuser ou à accepter que Netflix achète les droits. Ce sont les producteurs qui ont décidé. Et puis, dans d'autres cas, sans doute, effectivement, on pense à certains exemples fameux, 10%, Plus belle la vie, qui s'est retrouvé effectivement pendant un petit moment dans le catalogue de Netflix. Il y a peut-être eu effectivement un manque de vision stratégique chez certains acteurs qui ont eu tendance là aussi à empocher le chèque et à ne pas se poser la question de la domination de Netflix, qui est aussi un phénomène qui est arrivé au fur et à mesure du temps. Mais bon, même un acteur comme Disney, donc
un très gros acteur de l'audiovisuel, quelqu'un qu'on ne peut pas taxer de naïveté ou soupçonner justement d'être à courte vue, lui-même a pendant un temps finalement vendu ses productions à Netflix avant de faire un autre choix stratégique. Donc voilà, c'est toujours un peu difficile. On a au départ un service qui représente pas forcément grand-chose, dont on se dit qu'il n'est pas très dangereux, et puis au fur et à mesure qu'il croît, c'est aussi un service sur lequel il peut être intéressant d'exposer ses programmes. Donc la réponse à cette question est jamais évidente, et la question de l'exclusivité, même si l'exclusivité c'est évidemment un élément structurant de l'économie de l'audiovisuel, là non plus la réponse n'est jamais évidente. On peut avoir intérêt à diffuser son contenu de façon un peu large. Voilà. Je m'abstiendrai de juger évidemment des stratégies des acteurs en la matière. Alors oui, effectivement, ça c'est une vraie question. On sait que le modèle de Netflix, autant de succès qu'il puisse avoir, c'est quelque part un peu une fuite en avant. En tout cas, il peut donner cette impression, puisqu'on a une entreprise qui finalement dépense de plus en plus et finance ses dépenses grâce à l'endettement en levant de plus en plus d'argent sur les marchés d'actions obligataires ou auprès des banques. On est donc dans une entreprise qui a un besoin de financement sans cesse croissant. Donc est-ce que c'est un modèle durable? Effectivement, la question mérite d'être posée. En l'occurrence, on peut se dire qu'à un moment, les acteurs vont arriver au bout de la conquête du marché. Il ne s'agira plus de conquérir de nouveaux abonnés, mais d'aller en prendre aux concurrents, et que dans cette configuration-là, Netflix sera peut-être pas très avantagé par rapport à d'autres acteurs que peuvent être par exemple Amazon ou Apple, qui eux ont d'autres sources de financement, la distribution de biens de consommation pour l'un, les terminaux pour l'autre, qui sont très rentables et qui leur permettent de financer non seulement leur croissance aujourd'hui dans les contenus, mais peut-être demain une guerre concurrentielle pour aller prendre des abonnés à Netflix. Et dans cette configuration, il faut bien avouer que le modèle Netflix, ça n'est que les contenus. Donc il leur faudra bien financer la suite de leur croissance sur le seul marché de l'audiovisuel. La réponse de Netflix à ça, quand on leur pose la question, est de dire « mais le marché n'est pas prêt d'être saturé, au contraire, nous, notre ambition, c'est de faire croître ce marché par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, et on a encore une très grosse marge de progression en termes de nouveaux consommateurs de vidéos ». Et c'est sans doute quelque chose qui est étayé par des études chez eux, qui est sans doute extrêmement sérieux comme argument, qu'il faut prendre en tout cas au sérieux. C'est surtout sans doute une réaction inévitable à un marché où précisément la concurrence est de plus en plus mondiale, et entre des acteurs de plus en plus puissants, on peut penser qu'il est relativement inévitable, en particulier pour des acteurs de taille réduite à moyenne, de se réunir avec leurs homologues pour être plus forts ensemble. Alors après, c'est vrai que c'est aussi souvent vu, des phénomènes de concentration horizontale dans le domaine des médias, comme une réduction du pluralisme et comme finalement la reconstitution de certains goulots d'étranglement, notamment au niveau des chaînes ou de la distribution. Néanmoins, encore une fois, on est dans un cadre tout à fait nouveau sur le marché audiovisuel, qui est un cadre mondial. Et il faut vraiment raisonner aujourd'hui à l'échelon mondial et plus à l'échelon national. Et dans ce contexte, la concentration horizontale, encore une fois, est vraisemblablement inévitable pour les acteurs européens s'ils veulent survivre dans les conditions de concurrence actuelles. C'est risqué les prévisions. Alors déjà, on sait que l'audiovisuel français se caractérise par un très haut niveau de régulation, et donc une partie de cet avenir sera dictée par la régulation et par son évolution dans les mois ou années à venir. Et pour l'instant, le calendrier politique est un petit peu en train de déraper de ce point de vue, puisque les réformes attendues, désormais, ne sont plus attendues avant la fin de l'année, ou alors même voire en début 2020. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue du marché, même si on a ce phénomène de mondialisation qui est indéniable, on a aussi un attachement des publics et des clients à des productions locales. Et ça n'est pas simplement une question de quotas et de régulation. Les gens veulent aussi voir des films qui leur parlent de la société dans laquelle ils vivent, de leur environnement, avec des gens qui parlent leur langue et qui ont les mêmes références culturelles. Et d'ailleurs, même un géant mondial comme Netflix ne s'y est pas trompé, puisqu'on sait très bien qu'il fait de plus en plus appel à la production locale et qu'il cherche à aller acheter les meilleurs talents, les meilleures productions localement, et il réussit finalement souvent à donner à ces productions locales une assise mondiale et en faire des succès mondiaux, ce que des acteurs locaux précisément ne seraient pas parvenus à faire. Donc ça, c'est plutôt quand même un signe encourageant, parce qu'on sait que l'écosystème français, même s'il a mis du temps et s'il a encore du retard sur l'adaptation aux nouvelles conditions de concurrence, aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes du public, on a une très belle industrie de la production qui est très vivante. Et ça, c'est aussi sans doute un avantage dans cette concurrence mondiale, et ce qui va permettre à l'écosystème français de se développer. Maintenant, la production, ça n'est qu'un étage de la chaîne de valeur de l'audiovisuel, et il faudra aussi avoir sans doute des éditeurs et des distributeurs de services locaux, alors locaux peut-être européens demain et pas seulement français, mais en tout cas
la question de s'en remettre pour la distribution de nos productions nationales ou européennes à des acteurs mondiaux et de s'en remettre seulement à eux est sans doute aussi à poser. Je distinguerais peut-être l'Europe de la France en la matière. Il faut une régulation différente, ça c'est certain. Et il faut une régulation, encore une fois, qui résonne dans un univers de concurrence mondialisée et plus dans un univers de frontières nationales fermées, comme ça a été le cas jusque-là. C'est sans doute le principal axe de réforme nécessaire, c'est d'appréhender ces nouvelles conditions de concurrence et naturellement de se poser la question de la compétitivité des acteurs nationaux ou européens. Donc de ce point de vue, on a en France justement, et c'est pour ça que je voulais distinguer les deux, sans doute le système de régulation le plus complexe, le plus rigide du continent, en tout cas de l'Union européenne. Il faut qu'on se pose la question, peut-être pour atteindre les mêmes objectifs, et notamment l'objectif de préservation d'une industrie de la création et de la production dans notre pays, qu'on se pose la question des méthodes. Est-ce que les méthodes qui ont prévalu jusque-là, et notamment méthode consistant à essayer de répartir la valeur au sein de frontières fermées dans un écosystème économique relativement étanche, il faut se poser la question de ces méthodes et de savoir comment on pourrait les réformer pour justement raisonner aujourd'hui plutôt dans un univers de concurrence européenne et mondiale. Alors, on a tout à fait le droit d'être abonné chez Netflix quand on travaille chez Orange. On a d'ailleurs, je crois, été le premier opérateur à l'embarquer sur notre box, si je ne dis pas de bêtises. Fin de 2014, Orange est un des principaux distributeurs de Netflix en France. C'est une très belle marque, c'est un très beau service. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comme l'est d'ailleurs notre service OCS. Moi, je suis abonné aux deux et je regarde les deux. Voilà.